Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision. Affiche Sport, c'est le nom du programme qui démarre à l'instant. Si vous nous prenez à l'instant, sachez tout simplement que vous êtes bel et bien connectés sur le canal 6 ou 317 du bouquet Canal+. Nous sommes donc repartis ce soir pour parler sport avec des actualités qui meublent donc ce programme. Nous parlerons bel et bien des éliminatoires du mondial U17 avec les dames du Cameroun qui affrontent demain les Harambee Starlets du Kenya qui sont donc déjà au Cameroun depuis quelques heures et qui d'ailleurs se sont entraînés ce soir du côté du stade Olembe, le stade qui va accueillir cette rencontre. Nous allons débriefer tout au long de cette émission. Nous parlerons et bien d'autres actualités encore avec nos panélistes qui sont d'ores et déjà confortablement installés. En attendant que le dernier nous rejoigne dans ce studio, nous allons certainement revenir et pour planter donc le décor après les Lions indomptables U17. Nous parlerons bel et bien du futsal, du judo tout au long de ce programme. Mesdames et messieurs, sans toutefois oublier cette actualité qui meuble ou alors qui fait les choux gras de la presse depuis quelques heures avec les arbitres, les hommes en noir qui décident tout simplement de surseoir la suite de la compétition, des compétitions organisées par la Fédération camerounaise de football. Nous allons essayer de comprendre tout cela tout au long de ce programme. 90 minutes tout simplement pour essayer de débriefer. Mesdames et messieurs, amis sportifs, on s'installe confortablement. La suite, c'est maintenant. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, amis sportifs. Permettez-moi déjà de commencer avec ces sujets brûlants de l'actualité, c'est-à-dire le round-up qui va donc nous situer pour le début, l'entame de cette émission. Tout de suite et maintenant, nous prenons le round-up, une signature de Gabriel Lang. Dans l'actualité sportive de cette semaine, plusieurs sélections nationales camerounaises sont en déplacement pour des compétitions internationales. Le football avec les Lions indomptables de futsal au Maroc. Elles sont entrées en scène ce jeudi face au pays hôte. Pour la première fois, le Cameroun espère marquer son empreinte dans ce tournoi. Une empreinte effacée dans le tournoi U16 chez les bébés Lions à Montaigu. Face à la France, le Cameroun broie du noir et tombe sur un score de 0 but contre 4. Le Cameroun sort de cette compétition avec un bilan global de 4 matchs, 3 défaites et une victoire face au district de Vendée. Sur les terrains sont toujours attendus la qualification des Lions U17 à la Coupe du monde féminine Maroc 2025. Les pouliches de Joseph Ndoko affrontent ce vendredi au stade d'Olembe les Harambee Starlets du Kenya dans le cadre du 3e et dernier tour éliminatoire. Elles ont un avantage de la victoire au match aller et comptent 5 victoires en 5 matchs déjà dans ces éliminatoires. Les mêmes espoirs également sur les sélections nationales de judo, actuellement au championnat d'Afrique senior, dames et messieurs, et par équipe à Abidjan en Côte d'Ivoire. On note une bonne préparation à Yaoundé et les derniers réglages en terre ivoirienne avant le début de la compétition ce vendredi. Samedi, les savateurs camerounais seront dans les rings de la salle de compétition du Sénégal dédiée au championnat d'Afrique. Les doubles champions d'Afrique montés à bloc rassurent sur leur performance et titres à ramener à la maison. L'actualité tourne également autour des championnats nationaux. Les Lédouanes aujourd'hui à sa 20e journée. Une journée entachée par des agressions sur les arbitres à Melon dans le cadre du match Stade Renard, Colombe du Sud. Histoire d'un pénalty litigeux en faveur de Colombe. Une situation similaire lors du match Victoria United puis WD de Bamenda. Décidément, les arbitres sont un problème dans ce championnat. Le problème est peut-être dû au non-paiement de leurs indemnités depuis déjà 3 ans et même cette saison en cours, que non certainement de mauvaises appréciations à coup sûr lors des rencontres. Seulement, le problème d'indemnités non payées subissent depuis quelques jours des débats. L'association camerounaise des arbitres de football tranche en demandant à ses membres de déposer les sifflets tant que la situation ne trouve pas solution. Un mot d'ordre en faveur depuis lundi. Constat fait, certains parmi eux se sont retrouvés dans les stades bien après. Nous n'oublions pas le limogeage de l'entraîneur du Canon sportif de Yaoundé. Olivier Nankam pour mauvais résultats est mis à la porte. Le Canon compte jouer les podiums cette année. Bienvenue dans Office Sport de ce 24 avril 2025. Merci à Gabriel pour toutes ces informations. Nous poursuivons donc notre programme tout de suite avec d'autres actualités qui tournent autour du round-up, tout simplement pour essayer de meubler ce programme. Nous parlons tout de suite du Ndam Ballon, cette discipline sportive d'origine camerounaise qui est donc en train de faire son petit bonhomme de chemin. Déjà 27 ans que cette discipline existe et qui se pratique dans d'autres pays sous le continent africain. Donc une campagne vient d'être lancé ici même à Yaoundé pour s'étendre de l'autre côté de l'Afrique avec pour objectif de renchérir tout simplement
cette compétition ou alors faire la promotion de cette compétition. Nous prenons cet élément qui nous indique donc que le handballon se joue bel et bien à travers le continent africain. C'est une discipline sportive collective mixte qui met aux prises sur un terrain de 30 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur, 2 équipes mixtement constituées de 5 joueurs chacune qui, sur le terrain de jeu, se déplacent dans leur camp de jeu en sautant à cloche-pied debout, sur la jambe droite, la gauche bien levée bien sûr. Dans la zone centrale, les 2 équipes se déplacent en station accroupie, au saut de grenouille au pas de canard, et dans la zone adverse, les équipes se déplacent cette fois-ci en sautant sur la jambe gauche, la jambe droite bien levée pour aller chuter le ballon dans la langue de l'adversaire afin d'obtenir le point. La discipline existait depuis 27 ans aujourd'hui, elle a été conçue par ma modeste personne en 1997. La discipline poursuit son petit bonhomme de chemin. Sur le plan national, le handballon se porte, comme vous pouvez l'observer, tout bonnement, ainsi que sur le plan international. Sur le plan national, la discipline est pratiquée dans les chefs-lieux des capitales des 10 régions du pays, à savoir Bafoussam, Bamenda, Boya, Limbe, Ebolova, Bertois, Garoua, Maroua, Ngaoundé. Sur le plan international, le handballon est pratiqué dans certains lycées du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Togo et du Tchad. Jusqu'ici, la discipline est très bien accueillie dans différents pays où nous passons. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons tenu à lancer la seconde phase de la campagne internationale d'handballon le 14 avril dernier au Palais polyvalent du sport de Yaoundé pour partie des 6 pays que compte la discipline aujourd'hui, à plus d'une vingtaine à l'horizon 2027. La campagne va vers ces pays. La campagne va d'abord aller vers les pays pratiquant déjà la discipline, les pays qui ont été cités, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Et puis aller vers de nouveaux pays également. Donc, dans les pays où la discipline est déjà pratiquée, nous allons procéder à des stages de recyclage des formateurs que nous avons formés sur site et des équipes pour les permettre de poursuivre également sur leur territoire national le développement de la discipline. Puis nous allons embrayer sur des nouveaux pays parce que l'objectif est de poursuivre la maximisation du nombre d'acteurs pratiquant la discipline, tant en termes de joueurs, d'équipes que de pays. De retour sur ce plateau après cette discipline sportive qui était donc présentée par son inventeur, promoteur en même temps. Il s'agit tout simplement de Ombida Autofis qui nous a donc permis de comprendre comment se pratique cette discipline qui a d'ailleurs vu le jour ici même au Cameroun et qui se poursuit et qui continue d'ailleurs sa quête sur l'étendue du territoire africain. Nous allons donc simplement revenir pour parler cette fois du football jeune, notre sujet phare, mais nous allons d'ailleurs comprendre pourquoi ce côté-là, ça ne marche pas véritablement. Nous allons donc prendre quelques éléments tout de suite et maintenant avec le concours et la participation de la régie qui nous permet donc de comprendre comment se pratique le football jeune et quels sont les déboires auxquels donc cette discipline, veut dire CEPAN, fait face. Très satisfait déjà de la qualité du jeu que nos jeunes ont produit. Parce que le souci, c'est ce jeu. C'est-à-dire qu'on ressent qu'à la fin, les meilleurs, ceux qui jouent la finale, sont vraiment les meilleurs qui méritent de jouer la finale. Et on le ressent par la qualité des jeux qu'ils ont produits. Je pense que je suis très satisfait. Et comme tout le monde qui était là, le staff, les présidents de club qui ont été invités, je pense qu'ils ont le même mot, c'est-à-dire qu'on aille de l'avant. Non, on a pu remarquer qu'il y a du talent en jeu, il y a beaucoup d'engagement, il y a eu beaucoup de talents à l'état brut qui se sont exprimés sur le terrain. Je pense que le CFM fait du très bon travail. La preuve, c'est qu'ils sont là depuis 25 ans et je crois qu'il y a matière à les encourager sérieusement. Du football, espoir de la nation, repose sur ces jeunes enfants. Il faut les encadrer et nous sommes là pour ça. Dans tout ce qu'ils font, que ce soit sur le plan footballistique ou en dehors du plan footballistique. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, d'où l'intérêt de ce type de regroupement, de ce type d'organisation que nous avons accepté de soutenir. Il faut déjà signaler que pour permettre à ces responsables de pouvoir réagir, il y a eu un tournoi à la base qui a permis aux jeunes enfants de pouvoir se frotter les uns aux autres tout simplement pendant une journée. C'était du côté du complexe Omundi. Ces jeunes ont eu quand même le privilège de jouer en nocturne également de ce côté-là afin de former ceux-là qui vont représenter les couleurs nationales dans les tout prochains jours. Pourquoi pas intégrer les différentes sélections nationales camerounaises. Nous avons vécu tout cela avec le concours à la participation
participation de nos équipes qui étaient déployées de ce côté-là. Ceci me donne donc la latitude de pouvoir présenter tout de suite le panel et donner le mot à tout un chacun. Et je commence tout de suite par le président Justin Ben, qui est président du Canon Révélateur. C'est un club qui fait dans la formation des jeunes enfants et qui est aujourd'hui parmi nous pour essayer de nous parler de cette formation à la base. Bonsoir président et bienvenue. Bonsoir monsieur, bonsoir à tout le panel. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette émission. Certainement, c'est nous qui vous remercions de votre promptitude à réagir à notre sollicitation. Merci. D'ailleurs, nous revenons à vous tout de suite puisque nous parlons du football jeune et vous êtes ceux-là même qui sont en train de mouler les jeunes en ce moment. Nous continuons avec la présentation du côté droit cette fois. Nous prenons un ancien arbitre FIFA qui est avec nous, qui va d'ailleurs nous permettre de comprendre en profondeur quelle est la crise qui mine ce corps de métier au Cameroun. Alors bonsoir coach et bienvenue. Bonsoir monsieur l'arbitre et bienvenue. Merci, bonsoir à tous et merci de l'invitation. Je suis effectivement ancien arbitre international de football. Peut-être que avec votre... on essaiera, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe effectivement en ce moment entre la fédération et ses membres que sont les arbitres. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le nom c'est Mathurin Otou. Peut-être que certains ont connu ce nom à travers les stades. Quelqu'un qui a eu officié pas mal de rencontres, que ce soit sur le plan national qu'international. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Nous allons donc continuer la présentation, cette fois à ma gauche. Je reviens à ma gauche pour prendre quelqu'un auquel les téléspectateurs commencent à s'habituer. Étienne Bala, qui est désormais membre d'Info Télévision. Il est journaliste à la rédaction centrale d'Info TV. Bonsoir Étienne et bienvenue. Merci Thomas. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bonsoir au panel. Alors, comment se porte la rédaction d'Info TV? C'est plutôt tranquille, c'est une bonne ambiance, déjà un très bon accueil également. Je veux dire merci déjà à remercier le président, le directeur général donc du groupe La Météo, qui a bien voulu justement qu'on vienne également partager notre expérience naturellement dans ce domaine du journalisme à Info Télévision, et tout se passe bien depuis que nous sommes ici. C'est presque une semaine et demie déjà que nous sommes à Info TV. D'accord, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Je continue la présentation pour boucler cette fois. Non, pas boucler, parce que frère Lucien Mémé vient de nous rejoindre également. Je présente celui-là qui m'accompagne régulièrement dans ce studio. Eric Loga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Affiche Sport. C'est toujours un plaisir d'être là et surtout quand les thématiques sont aussi alléchantes, nous ne ratons pas l'occasion de venir donner notre modeste expertise. Certainement, nous allons encore parler football jeune, un secteur qui vous enchante plus ou alors que vous aimez certainement commenter. Oui, j'aime parce que, il faut le dire, je suis un entrepreneur du sport et quand on a fait des études sérieuses sur le terrain, on comprend que c'est le seul secteur du sport dans lequel on peut s'investir. Tout ce qui est fait en haut là, je ne dirais pas que c'est pas rentable, mais sur le plan scientifique, ça n'apporte rien. Il faut travailler dès la base et je suis un promoteur du football business, mais il faut des projets construits et gradués. C'est pour ça que la thématique d'aujourd'hui me parlait très particulièrement. D'ailleurs, nous allons revenir avec votre projet. C'est un projet qui suit son cours normal. Alors, je vais prendre le dernier arrivé dans ce studio. Lui, c'est frère Lucien Mémé, un grand frère à moi, qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation ce soir, une fois encore. Bonsoir, frère Lucien, et merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir Thomas Lacan, bonsoir au panel, mes amitiés à l'ensemble des téléspectateurs de votre média, et je suis heureux d'être là et de retrouver mon jeune frère Étienne, qui rejoint la grande famille des journalistes d'Info TV, qui est le média du grand frère Venn, qui est un grand frère particulier à moi, et donc je suis heureux d'être là. Mes amitiés à tout le peuple du Faso, qui est un peuple qui m'a adopté, et donc je voudrais saluer ce peuple-là, saluer particulièrement le chef de l'État du Faso, le président capitaine Ibrahim Traoré, le docteur Zakaria Soré, secrétaire général de la présidente de la République du Faso,
qui sont des personnes très attachantes, qui vous appellent frère. Quand vous dites excellence, ils disent frère. Donc je voudrais saluer le peuple du Faso et leur dire que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas simplement le président du Faso. Il est une valeur pour la souveraineté de l'Afrique. Voilà. Tout à fait. Merci avec vous, hein, puisque nous étions là déjà avec ce sujet, mais nous allons dévier un tout petit peu parce qu'il y a un autre sujet qui fait les choux gras de la presse. Vous avez une autre actualité dont vous allez commenter vers la fin de ce programme tout à l'heure, qui concerne également le sport. Mais avec vous, nous allons entrer ou alors donner un coup de pied dans la fourmilière avec cette affaire des arbitres qui décident de ne plus poursuivre la saison sportive enclenchée il y a quelques mois au Cameroun suite à cette revendication de leurs indemnités. Donc je pense quand même qu'à ce niveau, ces hommes noirs doivent agir ainsi. Ou alors, il y a une autre hypothèse. Ben écoutez, comme tout citoyen et observateur de la chose sportive, et particulièrement du football, je suis informé, je suis au courant de la grogne qu'il y a dans le corps des arbitres. Faut-il rappeler que les arbitres font partie intégrante des membres de la Fédération camerounaise de football. Et donc, ils sont un maillon important dans l'organisation de notre championnat, notamment parce que c'est eux qui dirigent les rencontres de football. Ça doit donc être un corps ou un membre de l'Africa Foot qui doit être géré avec beaucoup de tact, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sérieux. Or, à ce qu'il semble, sur le plan de leur gestion, notamment de leurs émoluments en tant qu'arbitre, il y a, parce qu'on ne peut plus être dans le conditionnel, il y a un souci profond du fait que depuis quelques saisons, les arbitres ont du mal à percevoir leurs émoluments ou alors quelquefois ne les perçoivent pas du tout. Je crois que j'ai entendu parler des chiffres. Déjà, je crois que c'est la saison dernière, on devait être approximativement au cours de 80 millions et qu'aujourd'hui, on parlerait d'une somme globale de toute l'ardoise qui doit être versée aux arbitres d'environ 300 millions. Je ne sais pas jusqu'à quel seuil on a la chance d'avoir un arbitre international sur le plateau, ancien arbitre, il faut le reconnaître, qui pourra peut-être nous donner avec l'exactitude la véracité de tous les faits. Donc, à partir de cet instant où vous avez un maillon essentiel du jeu qui est en souffrance, c'est la raison pour laquelle, globalement, le jeu est en souffrance. Je crois que j'ai lu des choses du genre, dans un championnat de football d'élite professionnelle, entre guillemets, on vous parle d'une équipe qui aurait, en moins de 10 journées du championnat, en sa faveur, par exemple, 14 pénaltys, en moins de 10 journées. J'ai entendu des choses comme ça. 17 jours. Voilà, en 17 journées, 14 pénaltys en sa faveur. J'ai entendu quelqu'un pour lequel j'ai du respect, j'ai fait les plateaux avec lui, le coach Pagou, il y a quelques jours, crier, pleurer comme un enfant à cause des problèmes d'arbitrage. Et je pense que ces problèmes d'arbitrage sont étroitement liés, ou seraient étroitement liés à la précarité, au mépris avec lequel, dans la précarité dans laquelle ils vivent, et au mépris qui est affiché vis-à-vis de ce corps qui devait être l'enfant chouchou du football avec les joueurs. Malheureusement, il semble que les arbitres n'arrivent pas à entrer dans leurs émoluments. Et s'ils n'arrivent pas à entrer dans les émoluments, je pense qu'il peut y avoir un fatras d'événements. Le fatras d'événements va être quoi? Nous sommes dans un environnement global pourri. Ce n'est pas simplement une affaire du football. Nous avons des soucis globaux dans la nation. Nous avons des problèmes pertinents d'éthique au Cameroun. Et donc, si vous ne payez pas un corps comme celui des arbitres, les présidents de clubs vont les payer. Par exemple, certains présidents de clubs, peut-être pas tous. Ils seront obligés de taper à des portes pour leur permettre de voyager, pour leur permettre de se loger, pour leur permettre de pouvoir laisser, avant d'aller jouer un match, quelque chose de la popote à la maison. Et ça peut être payé par monsieur tout le monde qui peut dire de fausser un match. Donc,
ce qui se passe dans notre football, et la saison dernière, déjà on a la première saison du président Samuel Eto'o, on a eu plus de 25 arbitres sanctionnés. Donc on est dans un environnement tellement délétère dans ce compartiment essentiel du jeu qu'il y a quelque chose, il faut rapidement que quelque chose soit fait. J'ai pu lire la lettre d'un homme pertinent, sérieux, qui est notre valeur essentielle dans l'arbitrage mondial et en Afrique aujourd'hui, qui est le président Alioune Sidi, le président de l'association des arbitres. Mais écoutez, quand un bonhomme, un compatriote de cette valeur, de cette dimension qui a été célébrée par l'Afrique, sort de sa réserve pour défendre le corps qui est le sien, je pense qu'on devrait quand même pouvoir accorder une oreille attentive à cette situation-là. Mais l'impression qui se dégage, c'est que les arbitres clament, les arbitres réclament, les arbitres se plaignent, et en face, il n'y a pas véritablement une oreille pour les écouter, ou alors, on semble minimiser le cri des arbitres. Et si vous minimisez le cri de quelqu'un qui a la responsabilité du jeu, alors vous manquez de sérieux. Donc voilà le premier jet que je peux faire sur la question. Alors je me retourne tout de suite vers l'encadreur, le président Justin Beng, qui est là. Alors qu'est-ce qui peut être l'origine d'un tel blocage? Merci de me poser la question. Vous voyez, c'est un peu embarrassant parce que la fédération s'est transformée en une association de non-droit, en une association qui ne respecte pas les membres, qui ne respecte pas les statuts. Parce que lorsque les arbitres se plaignent, ça a commencé au centre. Et je crois que c'est M. Alioune Sidi qui s'était d'abord désolidarisé pour dire que non, ce n'est pas le moment. Et vous voyez qu'après tout ce temps, si ce monsieur sort et il dit à partir de lundi, si nous ne sommes pas payés, les arbitres ne descendent plus sur le terrain. Bon, une fédération qui respecte ses membres, je pense qu'on n'aurait pas pris, je ne sais pas, par exemple, vous voyez dans un collège, on ne peut pas prendre un professeur, un maître d'école pour aller enseigner à l'université parce que peut-être il nous fait grève à l'université. Au lieu donc de chercher à résoudre le problème, il contourne plutôt. Ça signifie que quoi? Vous réclamez de l'argent de toutes les manières, je ne vous donne pas de l'argent. Maintenant, je me retourne vers vos cadets qui vont donc arbitrer les matchs. Bon, vous voyez dans cette atmosphère, vraiment vous voulez qu'on vous réponde même quoi? Parce que, en fait, le problème c'est de diviser. Parce que si déjà le sommet dit sifflet mort par exemple, est-ce que la solution c'est d'aller vers ceux qui n'ont même pas encore de niveau, d'aller vers les individus? Moi je crois qu'il était question de se rapprocher, de les appeler, et puis de s'asseoir et puis trouver une solution. Parce que est-ce que les arbitres se lèvent un matin comme ça et puis se mettent à réclamer ce qui n'est pas de leur droit? Je ne pense pas. On parle de quelqu'un qui part de Limbe pour Garoua. Si vous allez aller et retour, bon, vraiment avec les modestes salaires même que nous avons, vous pensez que quelqu'un va dépenser comme ça chaque jour, et il n'a pas de revenus, vous allez dire que quoi? Donc moi je me dis, le problème c'est vraiment la fédération qui ne veut pas respecter ses membres, qui ne veut pas respecter les statuts, qui ne veut, c'est-à-dire tout est comme ça, on se lève un matin, bon comme tel a fait comme ça, soit on le sanctionne, soit on peut prendre ailleurs. Bon, vous voyez que un jour, l'équipe nationale, quelqu'un a pris les cadets pour aller affronter une équipe étrangère. Bon, dites-moi un peu, imaginons un seul instant que c'était les U15 qui devaient jouer et que bon, ça se passe comme ça s'est passé. Ils allaient prendre l'équipe A qui était en stage pour aller affronter ça. Donc, tout est fait à l'emporte-pièce. Donc moi je dis, le problème des arbitres, c'est un problème qu'on devrait prendre.
quelques petits soucis techniques. Nous revenons donc sur le plateau cette fois. Je vais donner la parole à Mathurin Autou, qui est de la corporation. Nous avons vu une liste circuler sur les réseaux sociaux. Comme pour dire quoi, ces arbitres qui réclament sont également conviés à une séance de travail du côté de la Confédération, on veut dire du côté de la CAF à Aquamaria, pour une séance de travail. À quoi cela renvoie, si vous êtes très proche? Oui, merci pour l'importance que vous accordez à la situation des arbitres. J'ai suivi déjà quelques prises de parole sur ce plateau qui me vont véritablement droit au cœur, parce que ça témoigne à suffisance que les Camerounais suivent effectivement le mouvement de l'association. Il faut le rappeler, je suis membre de l'association et membre de la commission de communication de la CAF, c'est-à-dire Association Camerounaise des arbitres de football. Bon, peut-être qu'avant de venir à votre préoccupation, il faut quand même situer les faits, n'est-ce pas? Les arbitres, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est l'aboutissement, n'est-ce pas, d'une situation qui a perduré. Elle commence effectivement courant saison 2021-2022, suivi 2022-2023, 2023-2024 et naturellement la saison en cours. Alors, il faut le dire, lorsque les arbitres ont eu en face d'eux le nouvel exécutif, il y a eu beaucoup de promesses qui allaient dans le sens de l'amélioration du cadre de travail, avec tout ce que cela comporte. Ils avaient été entretenus à cette période-là par le directeur de développement de football, n'est-ce pas, de la fédération. Nous étions en stage, évidemment. Il est venu, il a entretenu les arbitres sur les nouvelles orientations, n'est-ce pas, que le nouveau bureau exécutif comptait, n'est-ce pas, mettre en place. Et les arbitres avaient été tous captivés par le discours. Bon. Et puis la saison a commencé, les arbitres attendaient. Bon, les arbitres se sont dit, la saison est terminée, la saison s'était terminée. Les arbitres se sont dit, bon, comme les choses sont en train de se mettre en place, peut-être que la saison d'après, tout irait. Et naturellement, la saison d'après, les promesses tenues n'ont pas été tenues et vice versa. Bon, revenant au paiement réel même, parce que nous avons situé le problème autour du non-paiement, n'est-ce pas, ou du paiement partiel des émoluments des arbitres. Il y a beaucoup d'autres problèmes, n'est-ce pas, il y a d'autres problèmes, mais pour l'instant, d'autres problèmes qui doivent être réglés à l'interne, parce que ça doit être réglé avec la fédération. Et je le dis, il faut le rappeler, que les arbitres ne sont pas en guerre ou en opposition avec leur fédération. C'est leur fédération, n'est-ce pas? Il y a seulement que les choses ne marchent pas conformément à la règle. Alors, les arbitres ont été partiellement payés, pas qu'ils n'ont pas été payés, ils ont été payés partiellement, toutes les saisons durant. Et maintenant, le restant, n'est-ce pas, de leur dû, fait qu'aujourd'hui, en Élite 1, en Élite 2, football féminin, première division compris, n'est-ce pas, la totalité va au-delà, va aux environs de 300 millions de francs CFA. C'est beaucoup. Pour cette saison en cours, 2 journées sur les 20 ont été réglées. Donc, l'année dernière, donc vous comprenez que la situation est assez préoccupante. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui, d'aucuns pourraient se poser la question, évidemment, le président national de l'association a essayé de jouer le contrepoids, n'est-ce pas, pour essayer d'amener les arbitres à comprendre la situation. Les arbitres ont supporté. Ils ont supporté, n'est-ce pas? À un moment donné,
la saison dernière, les arbitres, la grogne a commencé à se sentir, au point que les arbitres ont même menacé de déposer le bureau national. Parce que lui pointant du doigt de complicité avec la fédération. Alors, les négociations, le président a continué, le président national, M. Alim Sidi, a continué à mener des négociations pour que les choses puissent revenir à la normale. Et je le dis, les arbitres avaient leurs problèmes sans que les médias ne le sachent. Les médias ne savaient pas ce que les arbitres enduraient, n'est-ce pas? Donc, les négociations ont été engagées et l'association avait sollicité rencontrer le président national, le président de la fédération. Ça, c'était avant le début de cette saison, en décembre. Malheureusement, le président avait orienté cette rencontre au niveau du secrétariat général. Le 3 décembre, il y a eu une réunion, n'est-ce pas, entre l'association et le secrétaire général de la fédération. Au terme de cette réunion, il y a eu quelques suggestions. La première, c'était une mise en place d'une plateforme de discussion permanente pour faire évaluation, pour évaluer. La deuxième, c'était que les émoluments les arbitres devaient être pris en charge après la 5e journée. N'est-ce pas? Donc les arbitres ont attendu donc la 5e journée et après, on a payé la première journée. Bien plus, les choses n'ont pas continué dans le sens souhaité et arrêté par la fédération. Le président national a à nouveau repris les négociations au niveau avec le président et avec le secrétariat général. Mais ces négociations ont été vaines. Alors, il a donc convoqué l'ensemble des présidents, parce que chaque région a un président régional, n'est-ce pas? Et ils ont pris des résolutions. Et au terme de ces résolutions, il a été recommandé au président, n'est-ce pas, de saisir l'administration, qu'elle soit footballistique ou politique. Ce qui a été fait, n'est-ce pas? Le comité exécutif du bureau national s'est réuni à nouveau et a saisi d'une part le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Pourquoi? Parce que une note du secrétaire général de la présidence indiquait clairement que 350 millions étaient ont été déposés, n'est-ce pas, à la fédération. Et dans ces 350 millions, il y avait une part qui était destinée aux arbitres. C'est dans ce sens que les arbitres saisissent le secrétaire général de la présidence pour lui signifier que depuis, les arbitres n'ont pas ne sont pas rentrés dans leur droit. Bon. L'association a également adressé une correspondance au ministre des Sports et à la fédération. Et cette fois-là, c'était pour annoncer, c'était comme un préavis de grève, d'arrêt, de suspension des activités. Bon. Un mois plus tard, aucune réponse favorable n'a été donnée. Les arbitres n'ont pas eu suite à ces correspondances-là. Et le comité directeur de l'association a donc décidé, n'est-ce pas, de suspendre la participation de tous les arbitres camerounais, toutes les divisions, tout ce qui est organisé par la fédération. Voilà la situation globale. Et dans cette correspondance, évidemment, les arbitres n'ont pas fermé la porte, parce qu'ils ont
Ils sont restés ouverts. Ils sont restés ouverts à la négociation. Et on pensait à tout moment qu'on pourrait être appelé vraiment le bureau pour en discuter et trouver des voies et moyens pour sortir de la situation. Donc voilà globalement où nous en sommes. Merci déjà de la pertinence de votre prise de parole. Nous revenons donc avec Étienne Bala. Mais vous avez posé une question. Mais peut-être vous allez apporter donc les éléments de réponse à cette question. Liste. Non, la liste qui est en circulation, je pense bien qu'il était déjà prévu qu'un stage des jeunes talents devait se tenir. Ça se fait régulièrement, n'est-ce pas, stage des jeunes talents, parce qu'ils viennent des régions, n'est-ce pas, ils viennent des régions, qu'un stage leur est Cela sous-entend que les habitants de l'élite ne sont pas concernés. Non, 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 les habitants de l'élite ne sont pas concernés pour ce stage, sauf si il y a autre chose, pas derrière. Mais je pense que c'est un stage pour les jeunes talents. Ça aurait pu commencer le 14. Si j'ai bonne souvenance, d'après les informations que j'avais reçues. Bon, je ne sais pas si maintenant qu'il est activé, que si ça... Si c'est quelque chose pour remplacer... Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas remplacer les habitants d'élite par les habitants qui viennent de la région. De cette manière-là. Non, il y a un canevas, n'est-ce pas? Il y a une réglementation pour gravir, n'est-ce pas? On ne peut pas sortir de la région pour entrer à l'île One. C'est pas possible. Merci déjà. Je vais me retourner vers Étienne Bala pour votre première prise de parole. Les arbitres qui décident donc de suspendre la suite de la compétition si rien n'est fait, allant dans le sens de l'amélioration ou alors tout simplement de rentrer définitivement dans l'heure due. Nous allons donc revenir pour vous poser la question. Les arbitres doivent-ils aussi produire des justificatifs comme cela a été demandé à certains ou au président du club? Non, mais je crois que nous sommes loin de là, nous sommes loin des justificatifs. Le problème que nous voyons, Thomas Dakendi, en fait, c'est très bizarre au niveau du Cameroun. Et si on reste dans les faits, vous allez remarquer que tout ce que l'arbitre sur le plateau est en train de nous dire, bah, rien n'est respecté. Parce qu'il y a un mot d'ordre qui a été lancé lundi, mais on a vu des arbitres sur les stades pour la suite de la 20e journée. Et c'est là-bas il y a eu des altercations parce que toujours, ce que Femme Aimée disait tout à l'heure, a dit qu'il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas sur les terrains. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est des ventes de matchs ou autres, parce qu'on a vu des pénaltys quand même injustifiés qui ont été sifflés, autres, ouais, sur les stades. Et c'est ça justement qui a fait qu'il y ait grogne du côté de Melon. C'est ce qui a également fait que le coach David Pagou sorte bien sûr de ses gonds l'autre jour. Alors moi je me dis, peut-être c'est une situation précaire, c'est la précarité certainement, qui fait à ce que des arbitres ne s'entendent plus. Parce que là, on parle de 3 saisons. 3 saisons, plus la saison en cours, ça fait au moins 300 millions de francs CFA que ces derniers réclament à la Fédération camerounaise de football. Mais là, il n'y a pas une réponse concrète. Mais on voit toujours les arbitres aller sur les stades. Alors, ceux qui sont allés sur les stades, est-ce qu'ils sont des arbitres de première division? C'est un bon point d'interrogation. Est-ce qu'eux, ils ont été payés à la Fédération camerounaise de football sans que l'ensemble ou encore l'association des arbitres ne soit au courant? C'est un autre point d'interrogation. Maintenant, si on entre dans le fond, on va peut-être constater qu'il y a un problème de fond qui existe. Parce qu'il me semble, sauf si ces paroles ne sont pas attribuées au président de l'association des arbitres, qui dit qu'ils n'ont pas un problème avec le président de la Fédération camerounaise de football, et il a certainement développé le football à son niveau, mais que c'est une histoire qui date avant qu'il n'arrive à la Fédération camerounaise de football. Là-bas, c'est encore un autre problème. Parce que dans le fond, alors pourquoi la Fédération camerounaise de football ne paye pas les arbitres? Là-bas, c'est encore un autre point d'interrogation. Est-ce que tous les arbitres parlent d'un même ton? Est-ce qu'ils se comprennent déjà? Pourquoi il y a de telles divisions? Pourquoi d'autres disent qu'on ne parle pas et d'autres, quand même, s'en vont?
ça nous renvoie un peu à la situation des enseignants. Justement, quelles seront les sanctions quelles seraient les sanctions pour ceux-là qui sont allés sur les stades hier, qui ont été bastonnés du côté de Melun et autres? C'est des questions qu'on se pose, mais pour dire simplement que je pense qu'il y a des solutions au fur et à mesure qui sont en train d'être trouvées. Heureusement qu'il a dit tout à l'heure... c'est quoi les solutions, Pardon? C'est quoi les solutions? Les solutions sont en train de trouver puisqu'ils disent déjà qu'ils ne sont pas fermés. C'est-à-dire qu'ils restent ouverts à la négociation. Au débat, à la négociation. Ils ont toujours été. Bon, ils ont toujours été. C'est pas une solution. Il me semble justement que... Ils sont ouverts. Entre la 5e, on ne prend pas l'ouverture entre la 5e et 6e, c'est-à-dire qu'ils pourraient aussi bloquer depuis 3 ans aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont conscients. Justement, ils sont restés ouverts. Mais maintenant, on les prend pour des cons. Ils se disent comme à la 5e et 6e journée, je crois qu'il y a eu quelque chose qui venait de la Fédération camerounaise de football. Moi, je pense qu'il y a peut-être un problème de personnes, un problème de dirigeants. Peut-être pas du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, parce qu'il y a une commission des arbitres au sein de la Fédération camerounaise de football. Et cette commission, justement, qui se trouve aujourd'hui en Bancomo pour le stage dont on parlait tout à l'heure. La commission fait la formation, l'entraînement des arbitres et autres, elle ne gère pas les questions salariales. C'est pour ça qu'on se pose des questions de... Non, c'est pas le rôle de la commission, c'est la commission fait la formation. Je vais vous apporter l'entraînement des arbitres, etc., etc. Il n'y a rien dans la gestion des arbitres. Dans le dispositif du rôle de la commission centrale de l'arbitre de la FECAFOOT, il n'y a aucun rôle sur la gestion des arbitres, aucun. Alors, le problème reste... Dernier statut de 2023. Alors, les questions restent. Ceux qui sont allés sur les stades sortent d'où? Ce ne sont pas les arbitres de première division. Ils sont allés sur les stades pour faire quoi? C'est justement ce que nous décrions. Ok, ça c'est l'interrogation qui va certainement trouver quelques éléments de réponse avec le concours et la participation de nos téléspectateurs qui nous suivent attentivement. Chacun va essayer d'apporter sa petite contribution pour peut-être éteindre définitivement la flamme qui est en train de consumer le football camerounais tout entier. Alors je me retourne à vous, Eric. Eric Loga, vous êtes constamment dans ce studio pour débattre des questions sportives. Alors aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football fait face à une difficulté énorme, c'est-à-dire des championnats qui seront mis aux arrêts de manière, je veux dire, consensuelle de la part des hommes en noir qui décident donc de mettre un blocus si en effet allant dans le sens de l'amélioration. Quelle est votre grille de lecture en tant qu'analyste sportif? Ma grille de lecture elle est simple. Il n'y a pas d'argent à la FECAFOOT, il faut le dire aux uns aux autres. Ceux qui attendaient que l'exécutif actuel va venir faire le miracle, l'exécutif actuel n'est pas arrivé d'un nouveau Cameroun, n'a pas trouvé de nouveau Camerounais. Et cet exécutif a eu la maladresse de ne pas tenir le discours de vérité. Parce que j'ai l'impression que cet exécutif a été très naïf de penser qu'ils auraient pu venir tout changer d'un coup de baguette magique. Mes copanélistes ici, Franck Mémé et M. Outou, ont rappelé ici les dispositions statutaires de la FECAFOOT à son article 55 qui parle de la commission centrale des arbitres. Ils l'ont dit bien avant moi ici. Cette commission centrale, elle applique les lois du jeu, elle traite des questions d'arbitrage au sein de la FECAFOOT, collabore avec l'administration, gère la formation des arbitres, elle désigne les arbitres pour les compétitions organisées par la FECAFOOT. À ce titre donc, elle est un proche collaborateur. Je veux même dire qu'elle fait partie de la FECAFOOT. Ça veut dire que s'ils ne sont pas payés, certainement aussi certains employés de la FECAFOOT ne sont pas payés. Et ce que je demande toujours aux gens, c'est que quand on parle de football, on a l'impression que le football n'est pas codifié. Tout est codifié à la FECAFOOT. Il suffit juste d'essayer seulement de respecter les textes à 50% et on aura moins de problèmes. Ce ne sont pas des problèmes de personnes qu'on vient soulever ici. Le malaise, il est profond. Ces arbitres-là, comment ils font pour vivre? Quand on en arrive, une équipe en arrive à avoir 14 pénaltys. Quand vous-même, une équipe a 14 pénaltys, ils ont qui? Quand tu vas regarder le niveau du championnat, le niveau technique des joueurs est très moins. Le niveau technique des joueurs de ce championnat est juste. Pour me dire que ces joueurs-là ont pu produire 14 pénaltys. Vous avez des joueurs que quand ils arrivent aux abords de la surface de réparation, ils crament. Mais ils ont pu avoir 14 pénaltys. Le problème, il est sérieux. Quand on regarde maintenant ça, le conseil qu'on donne aux uns et aux autres, c'est qu'il faut de la transparence. Parce que quand il y a la transparence quelque part, les gens ne se plaignent pas. Si la transparence prouvait aux uns et aux autres que
voilà l'argent qu'on a reçu à la FECAFOOT. Et comme il y a cette opacité à la FECAFOOT, quand vous cherchez les informations, on ne vous les donne pas. On va donc chercher l'information ailleurs. Je prends l'exemple de la Fédération française de football qui vous donne son bilan financier annuel. Elle vous explique les répartitions des ressources. Comment les ressources seront réparties. Elle met 130 millions en termes de partenariat. Ça, c'est le premier investissement. Elle met... bon, ça, c'est les ressources qui entrent. Elle met la billetterie, 15 millions. Et on met paiement des arbitres. Ça fait partie de leur 5e priorité. Quand ils reçoivent l'argent, sur 10 priorités, le paiement des arbitres est la 5e priorité. Quand on vous dit donc ça, quand vous n'offrez pas la transparence, parce que quand c'est transparent, le football n'est pas le seul sport au Cameroun. Moi, j'ai vu des présidents de fédération venir sur les plateaux avec leur état financier pour débattre, parce qu'on les accusait. Mais à la FECAFOOT, dans la signature des contrats, on vous brandit des clauses de confidentialité. Clauses de confidentialité cherche quoi quand vous gérez la chose publique? Il n'y a pas l'argent. Je n'ai pas besoin d'être membre de la FECAFOOT pour savoir qu'il n'y a pas l'argent. Mais le peu d'argent qui est là est mal utilisé. Parce qu'on considère la FECAFOOT comme une entreprise où on va récompenser les amis. Et le problème du football, c'est le manque de ressources humaines qualifiées. S'il y avait un visionnaire à la FECAFOOT, il aurait pu conseiller la FECAFOOT que voilà les dépenses stratégiques que vous devez mettre en priorité. Et quand on appelle à cette intelligence financière-là, les gens croient que c'est du bavardage inutile. Non. Même les textes de la FECAFOOT sont piétinés ici à tous les niveaux. D'accord. Thomas, je vous permets. Allez-y avant de... Je voudrais vraiment m'offusquer de ce qui se passe. J'ai suivi quelqu'un qui a arbitré longtemps, je crois qu'il a fait une Coupe du Cameroun, tout ça là, ici, il est international. Vraiment, quand vous dites que sur 20 matchs, non mais attendez, vous voulez pinailler sur quoi? On vous dit que sur 20 rencontres de football, le monsieur qui doit juger le résultat des matchs a été payé 2 fois. Mais attendez, vous vous posez un peu quelques questions. Il y a un souci majeur. On ne peut pas se permettre sur 20 matchs de payer la personne qui juge du match 2 fois. Heureusement même que dans le corps des arbitres, il y a des valeurs sociales, c'est-à-dire qu'ils sont policiers, ils sont enseignants, ils sont ceci, ils sont cela. Et donc ils ont des salaires ailleurs, les arbitres de football. S'ils n'avaient pas ça... Et ils font ces métiers par passion. Par passion, où on se retourne? Mais ils doivent être payés. Ils doivent être payés. Parce que c'est prévu. C'est un contrat, c'est comme ça. C'est un contrat, les arbitres sont recrutés pour être payés. Diriger les rencontres de football, être payés. L'État du Cameroun, à travers une haute instruction, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, du chef de l'État, a sorti 350 millions pour la gestion du championnat professionnel. Mais bon Dieu, pourquoi ne peut-on pas? Justement, le gars parlait des priorités, d'une gestion stratégique. Mais bon, au diable, pourquoi le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, celui-ci et les autres, ne peuvent pas dire au président, monsieur le président, nous avons peut-être 3 piliers. Gestion des stades, paiement des joueurs et paiement des arbitres, parce que c'est eux qui font le jeu. Non, les joueurs ne sont pas là-bas. Oui, mais non. 50 millions. Oui, non, je le dis comme ça, je mélange les choses. Donc, quand les joueurs sont exclus de ces 350 millions. Ouais. Donc, on peut donc prioriser les stades et les arbitres. Si on avait priorisé les stades et les arbitres dans les 350 millions, je suis certain qu'on pourrait payer même 10 journées pour les arbitres. Mais on vous dit 2 sur 20. Non mais attendez, c'est un souci majeur. Le gap est énorme. Non mais ça veut dire que c'est indicible. Si tu calcules ça en termes de mois, ça fait combien de mois sans salaire? Qui peut vivre comme ça dans une société organisée? Qui peut faire ça? Et puis on va se gargariser, avoir des formules en poulet, avoir des comportements totalement, un langage irrespectueux vis-à-vis des acteurs de football. Moi je ne vais pas citer les gens, c'est pas important. Mais je dis que lorsqu'on gère le football camerounais, qui exerce une mission de service public, on doit avoir le respect des acteurs de ce football. On ne peut pas être un ancien joueur de la cabine de celui qui est là et piétiner autant les règles du jeu.
Ça, c'est se foutre des règles de football. Comment quelqu'un de son acabit peut autant mépriser les arbitres? S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de football. Du tout. Il y a plein de football. Alors, mais comment tu fais? Tu dors chez toi. Un match, on n'a pas payé les arbitres. 2 matchs, on n'a pas payé. À 3 matchs, moi j'aime faire les choses à 3 parce que tu fais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si tu dépasses le Saint-Esprit, tu es mauvais. Mais c'est clair que tu es mauvais. Tu es quelqu'un qu'il faut chasser rapidement. Mais les arbitres, malgré cette souffrance, sont restés tranquilles. Ils ont dit ce sont nos jeunes gens, nos jeunes frères qui jouent, ce sont nos enfants qui jouent, accompagnons quand même. Et puis cette affaire, ça égaye le peuple qui a déjà suffisamment de problèmes comme ça. Accompagnons quand même le football. Ils ont fait 20 matchs pour être payés 2 fois. Bon, le reste des matchs là, qui paye? Ce sont eux qui payent. Qui paye? Ça peut être monsieur tout le monde qui paye. Et dans monsieur tout le monde qui paye, vous avez les bagarres, vous avez tout ce qui s'enchaîne là. Parce que forcément, on va truquer, on va tricher, on va fausser le résultat des rencontres de football pour bien vivre. Et si c'est ça que le président actuel et son équipe sont venus vendre pour le football camerounais, je suis désolé. Il faut que l'État, à qui ce football profite depuis des lustres, notamment sous le régime que je supporte moi, le renouveau, le football est la plus belle fille du renouveau. Je dis la plus belle, qui lui a rapporté tous les lauriers, qui lui a rapporté de l'honneur, qui a hissé son image très haut. On ne peut pas se permettre depuis tant d'années de laisser le football dans la galon. Le football camerounais est dans la rue, il est dans la boue, il est dans rien. Et le football est l'un des ciments de notre unité. Nous partons vers les élections présidentielles dans quelques mois. J'ai l'impression que les gens sont dans beaucoup de plans. Comme souvent le football nous a rassemblés, j'ai l'impression qu'on l'utilise progressivement pour nous désunir. Mais regardez les forums où nous sommes tous. Les gens s'appellent Hibou, ils s'appellent Églisier, et c'est Henri. On en arrive à un citoyen camerounais, André Nana, à une compétition, des gens prient ou des gens souhaitent qu'ils perdent. Les gens jubilent quand il encaisse un but. Tout ça, c'est la mauvaise ambiance qu'il y a dans la chose football, qui est un ciment d'unité de ce pays. Donc, il faut faire attention. Peut-être qu'il faut que les pouvoirs publics s'intéressent à ça vraiment de façon assez poussée. Qu'on met tous les services de renseignement pour voir ce qui ne va pas. Moi, j'ai l'impression que on prépare une déflagration à travers le football. Et heureusement que dans ce fatras de choses mal faites, vous avez les Lions qui continuent de gagner. Les Lions dont l'équipe nationale masculine, avec Marc Nice, ils continuent de gagner. Et donc, tant que cet arbre-là, qui cache la forêt, continue de donner quelques victoires, les gens sont encore calmes. Qu'arrivera-t-il? Je ne le souhaite pas. Le jour où cette équipe nationale-là va arrêter d'être performante. Il faut faire attention. On est en train de saccager. Nous avons oui, bien vrai. C'est très sérieux ce qu'on dit. Donc, il faut que la Fédération camerounaise de football dise où elle a mis les 350 millions. Pourquoi elle n'a pas mis une grosse partie de cet argent pour le... Je ne sors pas là. J'entends ça et là, dans des forums ou dans des plateaux, lorsque je suis souvent là. Non, l'exécutif actuel, vraiment, est venu limiter la casse, on ne donne plus l'argent à monsieur tout le monde, t'as peur Jean-Pierre. Je suis d'accord. La prochaine question qui me vient, ok, cet argent qu'on ne donne plus à Tatampion et Jean-Pierre, mais au diable, où l'a-t-on mis? Pourquoi on ne paye pas les arbitres? Pourquoi on ne paye pas les joueurs? Pourquoi on ne donne pas aux clubs qui gagnent des compétitions leur argent? Si tant est vrai qu'on a stocké ça pour éviter de distribuer aux gens, ça veut dire si on ne distribue plus, il est quelque part, il est où? That's the question. Quand même. Il faut respecter les gens. Oui, je voudrais apporter quelques précisions sur les préoccupations qui ont été posées, particulièrement Étienne. Oui, il a évoqué la situation selon laquelle les arbitres accumuleraient déjà ces arriérés avant. Ouais. Non, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Avant
avant 2021, il y avait également un autre comité transitoire qui était géré par M. Alim Konaté. N'est-ce pas? Alim Konaté. Oui. Et aucun arbitre ne pouvait descendre sur les sites de match sans avoir perçu son argent. Voilà. Des coutumes de la fédération, c'est qu'on paye les arbitres avant de partir. Généralement, si les matchs se jouent le week-end, c'est entre jeudi et vendredi. Que ceux qui sont... Permettre de prendre la route. Voilà. C'est ça les habitudes de la fédération. Donc, il n'y a pas eu d'arriérés. Les arbitres n'ont pas connu les arriérés avant 2021. Pendant cette période-là. Cependant, lorsque le général est arrivé et que la Ligue avait été créée, il me souvient, en 2018, il y a eu un problème, un souci qui était dû au retard du déblocage des fonds. Le général a informé les arbitres que nous aurons un retard sur le paiement, mais il faut qu'on commence la compétition. Les compétitions avaient démarré, effectivement, 3-4 journées n'avaient pas été payées. Et à la 5e, les ressources étaient disponibles. Le général a rappelé les 4 journées précédentes, plus ceux qui jouaient la 5e journée. Totalité. Donc il n'y a pas souvent, il n'y a pas eu ces problèmes-là. Moi, je suis arbitre depuis... j'ai commencé l'arbitrage en 1994. Donc je l'ai arrêté en 2015. N'est-ce pas? Vous voyez, j'ai un vécu assez important. Je crois après la finale, la fameuse finale. Dans le milieu. Bon, autre chose. Je voudrais également qu'on essaie de dissocier, n'est-ce pas, les dérives liées aux décisions des arbitres à leur situation de non-paiement. Il faut dissocier cela. Tout à fait. L'analyse est facilement faite de telle que si les arbitres ne sont pas payés, ils seront à la merci des présidents de clubs. Il faut identifier les matchs qui connaissent ces difficultés, ces problèmes, n'est-ce pas, de décisions contradictoires, des controversées. N'est-ce pas? Il faut faire la différence. Parce qu'il y a des matchs où il n'y a aucun problème. N'est-ce pas? Ce n'est pas forcément parce que les arbitres ne sont pas payés que leurs décisions sont... Et on leur recommande, n'est-ce pas, d'être performants dans les matchs. Mais il y a certains matchs où nous-mêmes nous posons des questions. Nous posons des questions. Quand vous voyez un arbitre diriger, vous posez la question... Pour une ou deux équipes particulières. Est-ce qu'il ne va pas? N'est-ce pas? Non, il faut faire la différence entre... ces choses-là. N'allons pas mélangeant, n'est-ce pas, tout dans le même panier. Alors Thomas, moi je reste... Puis le temps je reste sur mon étonnement, Thomas Daquin. J'écoute bien les propos, du moins mes copanélistes sur ce plateau, mais je me pose toujours, je reste sur ma faim, parce qu'il y en a qui sont sur le terrain. Est-ce que ceux-là, on va les traiter de traîtres? Est-ce qu'eux, ils perçoivent quelque chose? Est-ce que vous les identifiez, bien sûr, dans le corps arbitral? Il y a une association, on se dit que oui, c'est l'association. Parce que vous parlez de 2021 tout à l'heure. C'était prévu, n'est-ce pas? Lorsque on tenait des réunions, on savait qu'il y a des arbitres qui sont... qui sont gérés d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Que cela était possible, n'est-ce pas? Mais pour un arbitre qui est sérieux, n'est-ce pas? Parce que c'est de l'inédit. On n'a jamais connu cela, que siffler mort, n'est-ce pas? Pour un arbitre qui est sérieux, il doit d'abord s'arrêter pour comprendre. Parce que c'est pour eux. Ceux qui sont même sur le terrain, c'est pour eux. Nous, on n'a plus grand-chose là-dedans, n'est-ce pas? On ne va plus me voir sur les terrains pour diriger les matchs. Nous sommes là pour les encadrer. Donc, ils doivent être eux-mêmes sérieux pour arrêter et donner la latitude à la corporation pour que les choses puissent trouver
Et justement, c'est ça qui fait, c'est ce qui fait le débat aujourd'hui, parce que lorsque certains disent, il y a même les assemblées générales ont toujours cutus total à Samuel Eto'o. Permettez aussi que je donne la parole à ceux qui nous suivent depuis leur domicile. Je vais commencer par ce premier message. Bonsoir le plateau. Laissez Eto'o travailler depuis son mandat en 2021. On ne l'a pas laissé travailler. Pour vous, voulez quoi? Même mettre son projet en place, il n'a pas pu. Voilà donc la conséquence, la haine de certains Camerounais. René depuis Bepanda Douala. On a suivi votre réaction. René, nous prenons cet autre message. Bonsoir. Le plateau, aucun membre de la FECAFOOT est invité à ce débat. Quel type de président de la FECAFOOT convient aux Camerounais? Eya Mohamed est en prison. Tombi Aroko a été destitué. Bonbon Joya n'a fait qu'un seul mandat. Et la FECAFOOT, et maintenant c'est Eto'o. C'est toujours le football ou autre chose. La critique est facile, mais là est difficile. Même si c'est le bon Dieu qui vient à la FECAFOOT, il sera toujours critiqué. Salomon depuis Douala, c'est son avis. Nous revenons poser à cet autre message. Bonsoir à vous en studio. Vraiment, certaines personnes doivent savoir que les Camerounais regardent le championnat MTN Elite One, et c'est pas aujourd'hui que certains vont nous laisser croire que l'incident qu'il y a eu hier, c'est parce que les arbitres n'avaient pas le niveau, non même en Ligue des champions européenne ou à la Coupe du Monde. Il y a des erreurs d'arbitrage. Alors, c'est malsain. Les deux pénaltys qui font débat aujourd'hui, il y a bel et bien des contacts. Jacques Aimé qui nous envoie ce message. Nous allons prendre un autre message qui dit bonsoir le plateau. Sur le plateau, très bon sujet. Mais question, comment se fait-il que des personnes fassent 3 ans sans salaire et vous continuez à travailler? Ne sont-ils pas donc des arbitres corrompus? Christian de Douala Bonapriso, c'est une interrogation qui mérite également d'être posée. Bonsoir, le panel d'arbitres et amateurs au Cameroun. Voilà pourquoi on leur demande d'avoir un travail et c'est une condition obligatoire. Vous cherchez très loin. Si MTN verse une somme comme l'organisation, c'est là où on doit prendre une partie pour payer les arbitres et le personnel qui organise donc les membres du comité provisoire et les commissaires de matchs indépendamment des subventions de l'État et d'autres ressources. La MTN Elite One et tout ont 3 sponsors et un qui a donné Neming, donc MTN Tiof, OneXBet, donc les arbitres doivent avoir leur prime à une prise en charge. Normalement, nous ne devons pas avoir ce problème. C'est Bertrand donc qui nous a envoyé ce message. Prenons cet autre message avant de revenir sur le plateau et prendre le second sujet inscrit à l'ordre du jour. Bonsoir le panel, je suis Yerima depuis Marois. Je crois qu'en communication, on ne peut pas débattre sur un sujet aussi sensible sans éviter l'accusé qui est la FECAFOOT. Le monsieur en chemise jaune particulièrement crache son venin. Vous pensez c'est pas le pour les sachants, mais où étiez-vous avant Eto'o où rien ne se jouait et personne n'en parlait? Voilà donc quelques réactions qu'on pouvait encore prendre ce soir. Nous prenons ce dernier puisqu'il insiste, il appelle même. Bonsoir monsieur Mekada et bonsoir à tes invités. La fédération a demandé des justificatifs au président de club que la fédération demande une fois des justificatifs pour les arbitres. Arrêtons de nous tromper. Signé monsieur Yacouba Ayaoud Olembe. Merci donc pour ces différentes réactions qui nous permettent de mettre la clé sur ces premiers sujets du jour certainement. Sachant qu'il y a des informations. Il y a des informations certainement. Ils disent qu'il y a une autre association en gestation. Oui, certainement. Nous allons certainement revenir, nous allons inviter à nouveau. Vous savez que... Non, écoutez, les gens qui nous suivent à la maison, il faut qu'ils comprennent qu'on est des gens sérieux. Diviser pour mieux régner. Ce qu'on a fait avec l'association des footballeurs, on le fait. Et faire comme ça, c'est l'expression d'aucune grandeur. C'est minabiliser. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on vient ici pour faire plaisir. C'est être minable que de faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Négocier
allez parler avec des gens qui vous donnent l'opportunité de vous asseoir avec eux pour trouver des solutions. Et surtout que vous avez reçu les moyens. Expliquez simplement. Donnez même des deadlines. Dites que bon, dans un temps bref, je vais faire ceci. Mais vous ne dites rien et vous commencez à... Voilà donc la politique de rassemblement pour la grandeur. Non, c'est pas... C'est minabilisé. Oui, mais ça veut dire que rien ne sera fait. Et puis, tout à l'heure, Étienne, tu parlais des arbitres qui vont jouer. Non. Vous savez, dans un mouvement de grève ou de suspension de travail, même dans les syndicats et autres, il est souvent difficile d'avoir du 100%. Bien sûr. Donc, on peut comprendre ça. Et l'exécutif actuel aime donc ce genre de petites choses, surfe sur des couloirs aussi minables pour essayer de jouer. Mais ça ne va pas donner. À la longue, ça ne va pas donner. Il faut s'asseoir, expliquer où est parti l'argent, surtout les 350 millions de l'État, pourquoi on n'a pas pris une bonne cagnotte pour les arbitres. Et puis, il y a les sponsors et tout ça. Il y a un auditeur qui l'a dit. Pourquoi on ne peut pas prendre dedans pour donner aux arbitres? Et les arbitres même sont coupables. Quelqu'un parle de l'Africafoot. L'Africafoot est représenté s'il y a un membre de l'Africafoot sur le plateau. Donc, même s'il est arbitre et qu'il est un peu contre l'exécutif en ce moment, c'est normal. Pas qu'on les et qui prend clairement position. Voilà. Et qui prend clairement position. Je suis la douleur de son corps. Et justement, je veux rajouter, frère Lucien Memé, c'est que dans tous les corps de métier, chaque acteur individuel a son moyen de sûr, on est libre. Il y a ceux qui profitent de ce genre de moment pour chercher une ascension sociale, une ascension sur le plan professionnel. Donc, il n'est pas exclu que des arbitres eux-mêmes qui seront intéressés au cas où les combats qui sont menés portent leurs fruits. Mais eux, ils préfèrent donc se positionner d'un camp parce que peut-être de façon personnelle et individuelle, ils pourront gagner des grades ou gagner des postes quelque part. Et la méthode, la méthode utilisée aujourd'hui pour brandir, parce que c'est cette méthode qui est un peu utilisée régulièrement, où quand une faction n'est pas d'accord, on crée une faction pour venir... c'est pas élégant du tout. Je vais répondre à cette question. Je reviens à vous parce que tout à l'heure, la précision en valait la peine pour signifier que M. Mathureau Autou, en fait, il représente ici la Fédération camerounaise de football. Voilà, parce qu'il est membre de cette fédération, puisque un téléspectateur me fait comprendre que c'est un plateau unijambiste. Non, je pense que là, il se trompe un petit peu. On ne répond pas aux téléspectateurs, mais c'était juste pour vous préciser qu'il y a un membre de la fédération. Et nous avons d'ailleurs sollicité d'autres qui n'ont pas daigné répondre favorablement à nos invitations de la fédération. Donc, mais revendiquent encore que votre rôle, c'est aussi de recadrer les spectateurs qui parfois disent n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, personne n'est contre la fédération. Nous ne pouvons pas nous liguer contre notre fédération. Nous ne pouvons pas nous auto-flagiliser. Pas du tout. Non, ce que l'association réclame, c'est juste que les arbitres soient payés. C'est simple. Ce n'est pas autre chose. Il y a plusieurs autres choses que j'aurais pu parler ici, mais qui ne concernent pas le plateau. C'est des choses, je l'ai bien précisé, que c'est des choses qui doivent se discuter en interne. En interne, c'est-à-dire entre les arbitres et leur fédération. Il y a un problème profond. Pour l'éventuelle association, si on organise, nous sommes tous des arbitres. Et je suis sûr que la CAF, c'est sur tout l'étendue du Cameroun, du territoire. Tout à fait. Si on organise une assemblée générale de mise en place d'une nouvelle association, nous irons également tous. N'est-ce pas? Nous irons là-bas, nous irons tous. C'est clair. Puisque vous êtes de la corporation. Si on décide de changer, nous irons tous là-bas. Parce que les arbitres sont unis. Voilà. N'est-ce pas? Ceux qui jouent les intéressants, ils ne représentent rien. C'est une portion très concrète engagée. Donc certainement, nous avons... Ils n'ont pas que des problèmes de salaire, ils ont des problèmes même de tenue. Non, je voulais pas... Quand même. Je pourrais... Très prochainement. Je vais tout faire, Ce qui est là, c'est que... Arrêtez ça avant que cette crise ne s'achève,
nous allons revenir sur ce plateau pour essayer de présenter la situation à nos téléspectateurs qui suivent également l'évolution à travers les médias que nous sommes. Donc aujourd'hui, il est question pour nous aussi d'essayer de respecter le temps alloué à cette émission. Je vais faire. On avait deux thématiques au départ. D'abord, la première c'était juste une mise en bouche, mais c'était un sujet assez pertinent qui concerne le football. Quand on parle des arbitres, on voit l'ensemble du mouvement sportif. On parle du football, c'est l'essence même. Alors maintenant, nous allons embrayer avec le deuxième sujet, puisqu'il nous reste à peine quelques minutes. Nous allons essayer juste de mettre un accent là-dessus aussi. Tout de suite et maintenant, on respire, on revient prendre leur sujet inscrit à l'ordre du jour. Le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour, qui n'est pas aussi mauvais que celui qu'on vient de débattre, ou celui qui vient donc de retenir l'attention des téléspectateurs et ceux qui sont sur place dans ce studio. Nous avons tous ensemble essayé de trouver des solutions. Tout de suite et maintenant, parlons du football jeune, avec le déclin du football jeune au niveau de l'international. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette débâcle de toutes les sélections jeunes du côté des sélections, on veut dire des compétitions internationales? Je commence par qui? Je vais donner la parole au président qui est resté longtemps muet. Je pense que là, c'est votre domaine puisque vous faites dans la formation des jeunes. Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, je dis, nous sommes un peu découragés. Parce que j'ai pris au pif, c'est-à-dire les statuts de la FECAFOOT, l'article 3 des statuts qui parle du but, on dit, développement du football au Cameroun. Organisation du foot sous toutes les formes au niveau national. Elle peut céder de façon précise certaines compétitions aux ligues spécialisées qui la composent. L'amélioration constante de la pratique du foot, sa promotion et sa réglementation en tenant compte de l'impact. Bon, vous voyez qu'en réalité, le but, l'émission de la FECAFOOT, c'est développer le football en général. Nous, au départ, parce que vous voyez qu'au départ, nous avons commencé donc par cette formation. Vous voyez qu'à ce jour, je vous dis, nous avons déjà abandonné le côté formation, puisque nous sommes obligés de jouer maintenant les compétitions. Parce que je suis finalement en D3 avec une équipe. Pourtant, ce n'était pas le cas, parce que quand j'avais commencé, c'est avec le canon. On m'avait confié la réserve du canon, dont les jeunes du canon. Et moi, je les affiliais dans des compétitions pour que les enfants soient en genre. Oui. Et c'est comme ça qu'on allait dans des compétitions. Au point où, bon, quand il y a eu des problèmes internes, bon, nous sommes sortis et j'ai mis une équipe sur pied. Aujourd'hui, vous voyez que la mère qui est dans la FECAFOOT, qui devrait encourager les promoteurs de football à faire leur travail, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent pour des problèmes d'élection, ils commencent à doiter. Vous voyez qu'une année, je joue, je crois en 2022, j'ai affilié l'équipe en championnat et en Coupe du Cameroun, je paye les licences, je commence le championnat et puis après peut-être 5 journées, on arrête de me programmer. Tu demandes ce qui se passe, on te notifie de rien, on te dit que non, il faut d'abord avoir les licences. C'est comme ça que l'année passe. La deuxième année, j'affilie bien, je paye les licences, mais pour maintenant introduire les licences, mon compte FIFA Connect est bloqué. Pour quelle raison? J'ai écrit à la FECAFOOT pour qu'on débloque mon compte. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Bon, dites-moi, je ne suis pas seul dans cette situation. Ils sont nombreux. Toutes ces personnes qui faisaient dans la formation. Parce que dans la formation au Cameroun, mais en réalité, peut-être les centres plus forts reçoivent, comment dirais-je, les paiements ou des subventions, je ne sais pas. Mais nous rassemblons des jeunes, on essaie d'acheter le matériel pour les former, on paye les coachs, bon, on n'attend rien. Alors quand on bloque, il ne faut pas couper vite comme ça. Quand on bloque ça,
dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la formation quand vous voyez donc le moment où il faut donc une équipe U17 ou U15 ou U16 soit représentée, puisse représenter le Cameroun. On ne sait pas là, on les prend puisqu'ils... C'est la question que je m'apprêtais à vous poser. D'où ces joueurs viennent-ils, ces joueurs qui représentent le vert ou jaune dans des compétitions internationales? Vous allez donc remarquer que là où on fait cette sélection, personne n'est au courant. Vous vous retrouvez avec des gens qui ne jouent nulle part ou bien qui ne sont pas en exemple. C'est pour cette raison, on vient de nous gagner à combien? C'est 7-1 à l'instant où je parle. Dans le futsal. Oui. C'est-à-dire parce qu'en réalité, rien ne part de la base. Tout est au sommet. Parce que c'est pour ça que je dis que nous sommes dans une fédération non droit. C'est-à-dire il ne respecte rien. C'est-à-dire, bon, on dit nous irons dans telle compétition. Bon, tiens, Bala, est-ce que tu peux nous trouver tel, bon, l'autre, est-ce que tu peux... C'est comme ça qu'on amène des enfants et puis... Nous n'avons plus assez de temps. Il faut quand même que chacun prenne la parole au moins une fois à ce sujet. Avant de boucler l'émission, je viens à vous, Eric Loga. Vous semblez brûler vraiment d'envie de dire un mot. Allons-y. Oui, je brûle parce que pour le développement du football jeune, il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers qu'il faut respecter. Et je le dis chaque jour, c'est la qualité de la ressource humaine. Aujourd'hui, Monsieur le Président parle aujourd'hui et il n'est pas le seul. Moi, j'ai rencontré, parce qu'il faut le dire, moi-même, mon projet porte sur la promotion du football jeune. Il se dit par certains présidents de club que quand vous créez un compte FIFA Connect, c'est ce compte, la FIFA a mis des moyens pour que tous les pratiquants de football licenciés au sein d'une fédération soient des entités connues. Cela permet que quand les joueurs vont être vendus, ils aient une traçabilité de carrière. Et pour que le joueur soit vendu, la fédération doit lui délivrer un CIT, Certificat International de Travail. La fédération, donc aujourd'hui, a créé un réseau de faux. Ou pour avoir un CIT, pour faire voyager un enfant, il faut monnayer. Et c'est pour ça que nous avons souvent invité les promoteurs de sport à venir. La FECAFOOT n'a pas l'exclusivité de la pratique du football dans un pays. Il faut que les promoteurs de football sachent qu'ils peuvent se créer un cadre légal, avoir des contrats avec les parents d'enfants qui leur remettent leurs enfants et créer des entités de contrôle et de gestion de l'information, de la donnée. Et ce problème est tellement grave parce que quand vous regardez aujourd'hui la valeur marchande de nos joueurs africains, qui sont les joueurs camerounais qui coûtent cher? Les joueurs africains qui coûtent cher sont les joueurs comme André Onana. Pourquoi? Parce que produit de la formation occidentale. On peut encore parler de Carlos Baleba parce que la brasserie du Cameroun a les coudées franches. Pourquoi ça marche à l'école de football des brasseries? Parce qu'ils ont des intellectuels, ils ont la ressource humaine, ils ont un service juridique. Ce n'est pas parce que le directeur de l'école de... Non, c'est parce qu'il y a une direction marketing qui sait comment on met sur pied un projet pour brander un joueur et le vendre. Il y a une cellule juridique qui peut faire de sérieux problèmes à la FECAFOOT en cas de refus de leur délivrer un CIT. Les 4 leviers du développement du football jeune. Et encore même, il faut redéfinir ce qu'on appelle football jeune. À 16 ans, on n'est plus un jeune joueur. Quand on a commencé à 4 ans. Parce que c'est ce que moi je mets dans la tête des gens. Il faut donc faire de l'éducation de masse. Et il y a une loi qui organise les activités physiques aujourd'hui. Et il y a le code territoire décentralisé. En matière de football au Cameroun, les gens ne sont pas informés. Quand les maires ne financent pas les activités sportives, c'est les maires qui devraient porter l'activité. Frère Lucien Mémé, moi on en parlait, il m'a recommandé vers un maire. Je fais le tour, je vais dans les mairies, je dépose des dossiers. Et moi je me dis, à la fin on irait au tribunal administratif. Parce qu'ils sont censés financer le sport. Mais les acteurs du football, quand nous organisons des séminaires de formation pour leur donner la compétence nécessaire qui leur manque, ils ne viennent pas. Excusez-moi d'être long sur le sujet, on développe un football avec 4 choses. 4, il n'y en a pas. Premièrement, l'éducation de masse. Faire comprendre aux parents qui auront l'argent pour payer 1,5 million à la CATO pendant 7 ans pour que l'enfant fasse médecine, mais qui refuse de payer 5 000 francs ou 10 000 francs par mois à un promoteur sportif qui s'occupe de son enfant, c'est malsain. Et les promoteurs sportifs qui n'offrent pas la formation intégrale. Parce que quand vous faites des études poussées dans le domaine de la formation, dans les académies de sport, on apprend qu'aux enfants à jouer au football. Quel est le prototype du footballeur camerounais? Le prototype du footballeur camerounais, c'est ce gars qui a les locks,
Une fois qu'il est pro, il va acheter des grosses voitures et les conduire. Il n'a pas conscience qu'il est un acteur économique majeur qui peut capter des fonds et les ramener au pays. La question du football ne se limite pas à jouer. Quand les gens me disent souvent ils parlent du football et ils parlent du footballeur comme les acteurs majeurs, c'est une blague. Je dis simplement que c'est 4 points. L'éducation des masses, formation des formateurs, très importante. Troisième étape, quand les formateurs sont bien formés, ils vont maintenant donner une formation de qualité aux enfants qui pourront être formés selon les standards mondiaux. Quatrième point, formation des agents de joueurs. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés bloqués dans des pays parce qu'un agent lui a vendu un rêve. Quand un enfant est enregistré à FIFA Connect depuis l'âge de 12 ans, quand il arrive à 18 ans, même s'il ne veut pas devenir professionnel, le visa lui est octroyé facilement parce qu'il a un cadre où il est connu. Et c'est donc cette éducation de masse-là que nous disons aux parents aujourd'hui, une académie de football doit avoir des statuts, des règlements intérieurs, des contrats. Et il faut vous approcher des gens qui ont l'expertise. Le football aujourd'hui est une science. Il faut venir vers l'intelligence du sport. Merci. Etienne Bala, nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Vous allez certainement placer un mot avec le sujet inscrit à l'ordre du jour. Vous semblez, vous avez vécu au même titre que tous ceux qui nous suivent au quotidien. À chaque fois que les Lions U17, U16 se présentaient à une compétition, c'était véritablement de la foutaise, si on peut le dire ainsi. Alors, quelle est la lecture que vous faites? Alors, c'est pour ça qu'on a des scores comme 4-0 face à une équipe française. Parce que là-bas, la formation, elle ne rit pas. Et aujourd'hui, au Cameroun, vous allez remarquer que en fait, le football jeune, c'est beaucoup plus des initiatives privées. Vous avez présenté certaines images tout à l'heure, puisque j'y étais au Club Mundi lorsque Etienne Nabesolo, qui était à sa 12e édition du CFM, il a vu des académies comme ça presque tout le temps, parce que là, il faut jouer. Mais au Cameroun, même la fédération, il n'y a rien n'est fait pour les jeunes. Il disait tout à l'heure, Eric, que c'est presque toute une école. Mais aujourd'hui, on se limite seulement à 2-3 petites choses. On nomme quelqu'un qui est responsable du football jeune au Cameroun, mais on ne le voit pas au niveau de la fédération camerounaise. Je crois qu'il y a un responsable du football jeune au niveau de la fédération camerounaise de football, mais on ne le voit pas. Voilà, ligue de football jeune. Mais on ne les voit pas sur le terrain. C'est pour ça qu'on échoue partout. C'est pour ça qu'on peut aller à Montaigu, on ne fait rien. On part chez les U17 garçons là-bas, on est battu. Voilà, le futsal, on vient de nous battre 7-1, et puis il y a d'autres matchs également. Vous comprenez que c'est profond. Les gars, ils préfèrent maintenant jouer entre eux. Il le disait tout à l'heure. Je ne peux pas rester tellement en train de former, mais il faut également évaluer les enfants. C'est ça que il faut quand même, il faut encourager certaines personnes. Ou alors la Fédération camerounaise de football peut se dire, ok, d'accord, on va encourager tous ceux qui portent des initiatives privées, comme Semence Olympique, comme le CFM International Cup, comme les Easter Cup et autres, pour dire, bon, à travers ces initiatives privées, nous on va organiser le championnat. On dit que lorsque vous finissez là-bas, on prend les meilleurs et puis on organise les tournois jeunes au niveau de la Fédération camerounaise de football, mais rien n'est fait. On se pose beaucoup de questions, c'est un peu comme on plairait les habits tout à l'heure. Bon. Alors, Franck Lucien, vous ne pouvez pas sortir de ce studio sans toutefois placer un mot à ce sujet qui semble très poignant et très profond pour ceux qui veulent voir leurs enfants grandir dans le métier. 3 petites choses. Le règne de l'approximation produit l'échec. À la Fédération camerounaise de football, on est approximatif sur la gestion du football jeune. Il y a quelqu'un qui se balade avec Samuel Eto'o partout là, un ancien joueur. Quand on lui pose des questions sur le football jeune, il parle de Samuel Eto'o. Vraiment, je suis embêté. Je suis embêté par ce genre de comportement. Donc, il faut permettre aux gens qui peuvent gérer le football jeune de le gérer. Et il faut mettre au football jeune des moyens, parce que c'est la base. Il faut mettre des moyens. Normalement, on ne devrait pas être là à financer les clubs de première division et machin autres d'élite. C'est là-bas au football amateur, au football jeune, que les moyens que la FECAFOOT a à travers le sponsoring et autres doivent être investis pour que ça germe. Et celui qui ne planifie pas échoue. Il n'y a pas une planification. On ne sème pas, on ne récolte rien. Donc quand on va à Montaigu, on se fait tabasser par tout le monde. C'est parce qu'on a préparé l'échec. Donc vous ne pouvez pas préparer l'échec pour aller avoir le résultat. Donc ce qui arrive à notre football jeune, c'est l'impréparation, l'approximation. Et donc on est victime de ce qu'on a cherché à mettre en place. On a mis le hasard en place, on a les résultats hasardeux. C'est tout, c'est aussi simple que cela.
Donc, et puis, honnêtement, il y a du bavardage à la fédération. On bavarde trop sans rien faire. Ils disent des choses qui n'opérationnalisent jamais. Ils disent des choses pour lesquelles ils n'affectent pas les moyens. Tu peux même avoir de bonnes idées, mais si tu ne mets pas les moyens, encore que quand tu les donnes, tu ne les investis pas là où il faut, tu vas échouer. Donc nos garçons ont échoué parce qu'ils viennent de nulle part, il n'y a pas de compétition, à part des compétitions comme ce qu'on a vu dans vos images là. Et même là où il y en a parfois, si le monsieur était un peu contre l'élection de tel, on bloque tout. Ah ouais. Donc on est dans le règne de l'embrouille. Et l'embrouille pour nous, c'est que nous avons. Mathuron Tout, peut-être vous avez dernier à prendre la parole dans ce studio avant de clôturer ce programme. À ce sujet, vous êtes un encadreur parce que pour avoir flirté avec le football pendant longtemps, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces échecs à répétition? Disons que le football jeune nécessite une refondation globale. Il faut recommencer tout à zéro. La Ligue a été mise en place, n'est-ce pas, pour la promotion du football jeune. Cette Ligue doit se remettre en question, n'est-ce pas? Il doit se remettre en question véritable. C'est d'ailleurs l'un des sports les plus faciles à organiser, n'est-ce pas? C'est plus facile à organiser. Parce que les enfants ne coûtent pas aussi cher. Les enfants, c'est s'amuser, c'est jouer, n'est-ce pas? Maintenant, on peut les regrouper. Nous avons, par exemple, Yaoundé, nous avons 7 arrondissements dans la ville de Yaoundé, n'est-ce pas? On peut organiser des regroupements par arrondissement, sur un trimestre, chaque fin de trimestre, par exemple, c'est-à-dire pour rimer leur activité au calendrier scolaire, n'est-ce pas? On peut aller dans ce sens-là. Il suffit juste de se remobiliser. Et maintenant, chercher à encourager tous les promoteurs dans chaque arrondissement. Encourager les promoteurs dans chaque arrondissement. De telle manière qu'à Yaoundé, on peut avoir un tournoi des 7 arrondissements. N'est-ce pas? On peut avoir un tournoi des 7 arrondissements des écoles de formation de football jeune. Ça aide même la Ligue. La Ligue ne peut que coordonner, n'est-ce pas? Ou alors leur donner des licences pour l'encadrement de ces jeunes-là. Moi, je pense qu'il faut juste réfléchir et mettre quelque chose sur pied, n'est-ce pas? En ce moment, on pourrait avoir une visibilité, n'est-ce pas? Je vois dans mon quartier, là, à côté, à Oja, la commune a créé, la commune a construit, la commune de Yaoundé 4e a construit une infrastructure pour le basket, le volley. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Les infrastructures de proximité. Il faut aller voir ce qui se passe là-bas aujourd'hui. J'ai vu, il y a des écoles qui vont de 4 ans aujourd'hui de basket ou de volley et qui montent, n'est-ce pas? C'est autant on peut organiser dans le secteur d'Oja une compétition puisqu'on a déjà une infrastructure pareille. C'est la même chose avec le football. Nous avons des espaces, le football est même plus facile parce que dans chaque établissement, il y a des espaces de jeu. N'est-ce pas? On peut aller vers les établissements, on peut aller vers les communes. Moi, je crois qu'il faut juste un peu de volonté pour que ces choses-là, et on aura une visibilité. Merci à vous, merci Mathuron Tout, merci à Franck-Lucien Mémé, merci déjà à Justin Ben, je ne vais pas oublier de remercier Étienne Bala qui est avec moi au quotidien, Eric Loga. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces paroles que nous allons refermer ce programme. Nous allons saluer derrière les caméras, c'était Jacques Bithielia, en même temps à la réalisation de ce programme. Nous avons bénéficié de la mise en onde, c'est là même qui nous a permis, la diffusion était assurée par Célestin Tomo. Nous allons remercier au passage Géraldo Amara, le rédacteur en chef d'Info Télévision, qui nous a permis d'avoir un sujet, ou alors des sujets assez pertinents ce soir. Nous n'allons pas oublier de saluer et remercier également au passage le président directeur général du groupe La Météo, à la personne de Dieudonné Mveng, et qui nous délivre à chaque fois le visa de production de ce programme. Mesdames et messieurs, je reste et je demeure votre humble serviteur. On se donne rendez-vous jeudi prochain, quand il sera exactement 21 h. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.